tous. Nous vous accueillons pour une nouvelle conférence du cycle TITAG de Digitag. Comme à l'accoutumée, nous avons deux doctorants qui vont intervenir pour vous. Priscilla va prendre la parole en premier. Donc Priscilla, juste pour l'introduire brièvement, elle est doctorante en 3e année. Elle terminera sa thèse certainement en décembre de cette année. Elle va vous présenter, elle travaille sur un sujet sciences et technologies. Elle est dirigée par Marianne Huchard du LIRM et elle est encadrée par Pierre Sylvier et Pierre Martin. Son sujet de thèse porte sur la sélection des plantes pour la santé animale et végétale dans les pays du Sud au moyen de la navigation conceptuelle exploratoire. Et donc, elle a une problématique qu'elle va vous présenter. Donc, j'ai le plaisir, Priscilla, de te céder la parole. Merci Sigolène. Donc bonjour à tous. Comme elle l'a dit, donc je m'appelle Priscilla Kep. Je suis en 3e année donc de doctorat en informatique au CIRAD. Et aujourd'hui, je vais vous parler de différents aspects qui ont été traités durant ma thèse pour répondre à une question d'ordre plus général. Comment permettre à des utilisateurs variés d'explorer une base de connaissances intuitivement? Donc tout d'abord, je tenais à préciser une chose, comme le TITAG n'a pas vocation à être un colloque scientifique, je ne rentrerai pas dans tous les détails, donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les poser soit pendant la séance de questions qui aura lieu après, soit par mail plus tard. Donc actuellement, pour chercher une plante locale afin de traiter un problème phytosanitaire, les agriculteurs d'Afrique utilisent principalement des guides comme celui-ci, produits par des organisations telles que la NGO. Ces guides sont produits à partir de connaissances locales et en parallèle, la littérature scientifique présente également des descriptions d'usage de plantes. Malheureusement, ces documents scientifiques sont difficilement accessibles par les agriculteurs qui ne peuvent donc pas accéder aux connaissances qu'ils contiennent. C'est pourquoi, en 2016, le CIRAD a initié le projet Nomana dans le but de capitaliser et de promouvoir l'échange des connaissances entre le monde scientifique et les utilisateurs, que ce soit des agriculteurs, des conseillers, des chercheurs, des étudiants, etc. Pour cela, les connaissances des documents scientifiques ont été recensées dans la base de connaissances qu'on appelle Nomana. Donc cette base est constituée d'un jeu de données sous la forme d'un tableur, d'une ontologie qui représente le lien entre les données et de dictionnaires. L'élément central de notre ontologie est la relation ternaire entre les trois éléments principaux que sont la plante utilisée, l'organisme protégé et l'organisme ciblé. Dans la base Nomana, chaque ligne représente une utilisation d'un biopesticide produit à partir d'une plante. Chaque utilisation est décrite au moyen de plus de 70 attributs, parmi lesquels on va trouver évidemment les trois éléments principaux, donc la plante utilisée, l'organisme protégé et l'organisme ciblé, mais également la méthode de production du biopesticide, son application, etc. Il y a actuellement plus de 42 000 descriptions d'applications dans Nomana, sachant que le recensement des connaissances est toujours en cours. Donc, en plus de la relation ternaire, nos données contiennent également plusieurs particularités que l'on peut séparer en deux catégories. La première concerne les spécificités des données du vivant. Donc, on va trouver, étant donné que les documents ont été recensés, que les connaissances ont été recensées à partir de la littérature, on va trouver l'utilisation de l'écriture taxonomique, c'est-à-dire la nomenclature binomiale. Cette écriture nomme chaque organisme en utilisant un nom composé de deux parties. Le premier est le genre taxonomique, suivi de l'espèce de l'organisme. On trouve également dans la littérature des abréviations telles que SP et SPP qui ajoutent de l'indétermination sur les données. Donc, par exemple, quand on parle de Spodoptera sp, on désigne une espèce quelconque du genre Spodoptera, sans préciser de laquelle il s'agit, alors qu'avec Spodoptera spp, on en désignera au moins deux. Donc, en plus de ça, certains organismes ne sont pas nommés avec leur nom taxonomique, mais avec leur nom vernaculaire, c'est-à-dire le nom qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Donc, par exemple, au lieu de dire Thymus vulgare, nous, on dit de manière quotidienne le thym. De même pour le maïs, qui normalement est Zea maïs. Donc, il faut également noter que la classification
que la classification taxonomique n'est pas figée, elle est évolutive. Il arrive donc souvent qu'une espèce voit son nom changer, ce qui entraîne la création d'un synonyme. Donc, dans notre domaine, un synonyme, c'est un nom qui n'est plus reconnu par les experts et qui disparaît donc au profit du nouveau nom qui reflète normalement mieux sa place dans la classification. Enfin, il ne faut bien sûr pas oublier l'élément central de nos données, c'est-à-dire la relation ternaire. Donc, la deuxième catégorie des particularités de nos données est cette fois-ci inhérente à la saisie des connaissances dans Nomana. Nos données ont été en grande partie rentrées à la main par différents acteurs du projet et on y trouve donc des langues différentes en fonction du document d'origine, si ceux qui les ont rentrées ne les ont pas traduites, des singuliers et des pluriels, ainsi que bon nombre d'erreurs typographiques. Donc sur cette diapo, je vous ai mis différents exemples de termes que l'on peut trouver dans la base pour désigner la feuille en tant que partie de plante utilisée pour produire le biopesticide. Mais on peut également trouver des erreurs typographiques sur les noms des organismes. Nous ne sommes pas à l'abri de fautes sur ces noms. C'est pourquoi les dictionnaires de la base nous servent justement à corriger ces différentes erreurs et à aligner les noms des organismes, que ce soit pour les fautes, les synonymes ou les noms vernaculaires. Donc, avec toutes ces particularités, on peut se demander comment on va interroger et exploiter la base Nomana. D'autant que chaque type d'utilisateur, que ce soit un conseiller, un agriculteur ou un chercheur, aura différentes questions. Donc, par exemple, un étudiant pourrait se demander quels sont les différents usages d'une plante, ou un agriculteur, eh bien, quelle plante est-ce qu'il pourrait utiliser pour protéger sa culture contre un agresseur. Outre les différents types de questions, chacun aura également son propre support technologique, qu'il s'agisse de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs. Et évidemment, le système d'exploitation qui va avec, donc Android, Windows, iOS. Le but final du projet est donc de développer un logiciel qui permettra à chaque type d'utilisateur d'interroger la base Nomana. Donc pour cela, le projet a été divisé en deux parties, réparties dans deux thèses différentes. Donc la première, la mienne, a pour objectif d'extraire les informations qu'on pense intéressantes pour les utilisateurs à partir de nos données, en tenant compte de toutes leurs caractéristiques. La deuxième, qui n'a pas encore débuté, aura pour objectif de développer l'interface utilisateur et les interactions pour rendre le tout facilement accessible, quel que soit l'utilisateur. Donc concernant ma thèse, puisque c'est de ça qu'il s'agit, afin d'extraire efficacement des informations de Nomana, nous avons choisi de classer nos connaissances et de les classer en utilisant une méthode de classification qu'on appelle FCA, ou analyse de concepts formels. Donc pour appliquer FCA, nous devons d'abord convertir nos données afin qu'elles respectent le format d'entrée de la méthode. En l'occurrence, nous transformons nos données en contexte formel, qui est une table décrivant chaque objet, qui sont ici sur la première colonne, et donc chaque objet est décrit par un ensemble d'attributs, représentés donc sur la première ligne. À partir de cette table, avec FCA, on va produire des concepts qui sont des groupes maximum d'objets partageant un groupe maximum d'attributs. Donc ici, sur cet exemple, les cellules rouges représentent le concept des plantes utilisées en alimentation et les cellules bleues, celui des plantes du genre Ocimum. Une fois tous ces concepts créés, ils sont organisés hiérarchiquement selon l'inclusion de leurs ensembles d'objets et d'attributs. Donc visuellement, un treillis peut être représenté comme sur la droite de la diapo, donc avec un ensemble de boîtes, chaque boîte décrivant un concept avec le nom du concept, ses attributs et ses objets. Pour une question de gain de place et de lisibilité, les attributs et les objets ne sont pas écrits dans toutes les boîtes, mais seulement dans les concepts qui sont dits introducteurs. Donc, par exemple, l'attribut food est introduit au concept 11, le concept rouge, mais il est également présent dans tous les concepts situés sous le concept 11. Et inversement, l'objet Ocimum basilicum est introduit dans le concept 4, le concept bleu, mais il est également présent dans tous les concepts qui sont au-dessus du concept 4. Donc, vu que notre ontologie contient des relations entre les objets, dont une relation ternaire,
nous avons choisi d'utiliser une extension relationnelle de FCA, qui s'appelle RCA ou analyse de concepts relationnels. RCA va nous permettre de classer chaque type d'objet séparément et de les mettre ensuite en relation. Pour ça, on utilise donc deux types de contextes, les formels, comme avec FCA, et on en crée un pour chaque type d'objet. Donc par exemple, on va avoir le contexte formel des plantes et le contexte formel des agresseurs. Et en plus de ces contextes formels, on va avoir des contextes relationnels qui vont connecter les objets présents dans les deux contextes formels. Donc par exemple, un contexte relationnel treated by qui indiquerait quel agresseur est traité par quelle plante. Donc dans un premier temps, RCA construit des treillis correspondant à chaque objet, et ensuite les contextes formels sont étendus avec de nouveaux attributs qu'on appelle des attributs relationnels. Ces attributs sont construits en utilisant les relations, les treillis et des quantifieurs inspirés de la logique de description comme le « il existe ». Enfin, de nouveaux treillis sont construits en utilisant les contextes formels précédemment étendus et ils sont connectés grâce aux attributs relationnels. Donc voici ce que l'on peut obtenir avec RCA. Donc à gauche, on a un treillis représentant des agresseurs et à droite, un treillis représentant des plantes. Donc pour cet exemple, nous avons utilisé les relations entre les objets présentés dans le tableau qui figure sur la diapo, et on peut y voir entre autres que Spodoptera litoralis est traité par Manta suaveolens, c'est la case en rouge. Donc en plus de la relation donc, déclarée dans le contexte formel qui va être transformée pour créer un attribut relationnel, l'utilisation du quantifieur « il existe » va introduire des relations supplémentaires. Donc ici, l'attribut relationnel entouré en bleu, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère, nous envoie au concept des plantes numéro 2, qui est ici, et qui possède les objets, Manta suaveolens et Manta virescens, et ça nous indique donc que Spodoptera litoralis est traité par au moins une des deux espèces du genre Manta du concept. Alors, ça ne veut pas dire que Spodoptera est traité par Manta virescens, mais ça supporte l'hypothèse que ça pourrait être le cas. Donc vous allez certainement me demander pourquoi nous utilisons une méthode qui introduit des relations qui n'existent pas dans nos données originales. La réponse est simple, c'est pour générer de nouvelles hypothèses. Donc pour extraire des informations de nos manas, nous avons identifié deux façons de procéder, la navigation et l'exploration. La navigation consiste à extraire des informations qui sont déjà existantes et avérées de la base. Donc par exemple, pour savoir quelle plante utiliser pour traiter Fusarium oxysporum, c'est une espèce de champignon, au Bénin, on va extraire toutes les lignes de la base qui concernent ces deux paramètres et on récupère les plantes concernées. En l'occurrence, on obtient les 10 qui sont indiqués sur la diapo, qui concernent un total de 34 lignes. Donc, quand le résultat de l'extraction contient beaucoup plus d'informations, des méthodes pour les analyser seront nécessaires. Dans le cas de FCA et donc de RCA, les treillis deviennent vite très gros, ce qui impacte à la fois la lisibilité, le temps d'exécution et l'espace mémoire. Mais heureusement, il existe des méthodes pour pallier à ces problèmes et on peut par exemple utiliser la méthode on-demand. Donc cette méthode permet d'accéder à une partie spécifique du treillis de la manière suivante. Donc en sélectionnant un ou plusieurs attributs ou objets, on récupère le concept qui concerne notre sélection, puis on affiche les concepts voisins. Pour de très grands treillis, ça permet de ne récupérer qu'une petite partie de celui-ci pour se focaliser sur ce qui nous intéresse. Et pour nous, c'est très intéressant car la plupart des questions n'ont pas forcément besoin de la totalité des connaissances de la base pour être traitées. Donc la seconde façon de procéder pour exploiter la base de connaissances, c'est l'exploration. Donc je viens de vous dire que la navigation se concentre uniquement sur les données réelles de la base. L'exploration, en revanche, va nous permettre de formuler de nouvelles connaissances à partir de celles déjà existantes. Ça nous permet de proposer des solutions qui devront ensuite, bien sûr, être testées, soit sur le terrain, soit au labo. Donc ces nouvelles hypothèses sont très intéressantes pour le projet Nomana. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réponses aux questions qui vont être posées à la base ne se trouvent pas forcément toutes dans les connaissances
qui ont été recensées et qu'on veut malgré tout pouvoir proposer une solution, même si elle est hypothétique, du moment qu'elle est plausible. Donc par exemple, si on cherche actuellement dans la base comment traiter le Fusarium oxysporum de tout à l'heure, mais cette fois-ci au Burkina Faso au lieu du Bénin, on sera incapable de répondre à la question en utilisant la navigation. En effet, il n'y a aucune Fusarium oxysporum et le Burkina. Par contre, quand on regarde les différentes connaissances qui sont dans la base, on sait qu'au Bénin, le Fusarium oxysporum est traité avec l'Antana camara et qu'on peut trouver l'Antana camara au Burkina car il est utilisé pour traiter Fusarium solani. On peut donc proposer à l'utilisateur de tester l'Antana camara pour régler son problème. Donc pour trouver ce genre de solution, l'humain y arrive très bien, c'est pas un souci. Mais pour un système informatique, on a besoin de définir des méthodes spécifiques afin d'extraire cette hypothèse. Donc un autre exemple d'exploration, cette fois-ci qui utilise les règles d'association, on fusionne deux bases pour créer un nouveau jeu de données. Donc en l'occurrence ici, c'était un extrait de Nomana et des informations concernant l'utilisation des plantes pour savoir si elles sont utilisées en santé animale, humaine ou végétale. Et ensuite, on applique FCA sur cette fusion des deux bases et on extrait les règles d'association du treillis. Enfin, pour extraire l'information qu'on cherche, on inspecte les règles en fonction de notre question. Donc, dans ce cas-ci, nous cherchions une plante qui n'était pas utilisée en santé humaine pour résoudre un problème phytosanitaire et on a trouvé V. parviflorum. Alors je ne sais plus à quoi correspond le V, vous m'excusez. Donc parlons ensuite de la conversion de nos données pour appliquer RCA, parce qu'évidemment ça ne se fait pas tout seul. Donc plus tôt, je vous ai parlé des abréviations et de l'incertitude qu'elles engendrent. Donc, pour gérer cette incertitude, et notamment celle de SPP, nous avons mis en place une hiérarchie sur 3 niveaux. Tout en bas, on trouve les données originelles telles qu'elles sont décrites dans les documents. Au-dessus, on combine les données de chaque espèce spécifiée avec celles de SPP, c'est-à-dire que toutes les informations de SPP sont ajoutées à celles qui sont répertoriées pour chaque espèce. Et enfin, le niveau le plus haut, le plus générique, regroupe toutes les données du genre concerné, car SPP s'applique sur un genre. Donc, comme je l'ai dit au tout début, l'élément central de notre ontologie est une relation ternaire. Malheureusement, comme OWL ou RDF, notre méthode ne supporte pas les relations ternaires. Le schéma de gauche représente la solution la plus classique et répandue pour adapter une relation ternaire, et même NR. Elle consiste à matérialiser la relation dans un nouveau type d'objet. Ici, on matérialise la relation ternaire en l'objet protection, qui est ensuite mis en relation avec les différents objets initiaux. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans notre cas, il est très intéressant de pouvoir créer de nouvelles hypothèses. Donc, dans notre cas, nous pouvons appliquer des transformations qui ne sont pas mathématiquement égales à une relation ternaire, même si cela entraîne quelques pertes d'informations, car ça nous permet de générer ces nouvelles hypothèses. Et pour ce faire, voici par exemple 3 autres représentations que nous avons appliquées. On trouve une chaîne, un graphe complet, donc là comme c'est ternaire, il est tout simple, et une relation binaire qui cette fois est labellisée par chaque objet de la 3e catégorie, qui n'est pas représentée par chacun des deux côtés. Donc en conclusion, pour exploiter la base Nomana, outre les aspects de visualisation et d'interaction qui ne sont pas traités dans ma thèse, nous devons prendre en compte toutes les caractéristiques de nos données, que ce soit au niveau du contenu ou de leur représentation, pour appliquer notre méthode, donc nous, RCA. Pour cela, nous nous sommes particulièrement intéressés à la gestion des noms latins indéterminés, avec SP et SPP, et de la relation ternaire. Nous avons également fait la distinction entre les deux types de raisonnement que sont la navigation et l'exploration, tout en définissant des méthodes basées sur FCA pour les deux cas. Le tout en utilisant des méthodes qui pourront être généralisées à d'autres bases que Nomana,
et en gardant à l'esprit que même si les données originales sont les plus importantes, pour nous, la création de l'hypothèse l'est tout autant. Je terminerai en ajoutant que nous finalisons en ce moment un papier sur la conversion automatique des données depuis une base de connaissances donc vers RCA, mais c'est un travail qui est généralisable car on y décrit individuellement chaque transformation de notre modèle de données et les effets qu'elles produisent sur les données, justement. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Priscilla. C'était très agréable de t'écouter, une voix posée. Et du coup, je pense que tout le monde a pu suivre facilement ta présentation. Il n'y a pas de questions spécifiques dans le chat. Si quelqu'un a une idée ou une proposition à faire à Priscilla, est-ce que la personne peut activer son micro, lui poser directement la question ou intervenir? Bonjour Priscilla, c'est Véronique Bellon-Morel. Alors merci, tu as réussi à rendre des concepts qui sont pas simples à manipuler en une présentation vraiment voilà, très agréable, hein. C'est super. J'ai l'impression d'avoir compris, alors que bon. Alors moi je voudrais savoir, enfin je trouve aussi extrêmement intéressant le fait d'avoir regarder ces deux concepts de navigation d'une part et d'exploration. Et justement, en fait, est-ce que ce concept d'exploration, vous êtes bon, parce que là, bon, tu vas générer des hypothèses. Est-ce que derrière, vous avez des méthodes pour les valider? Comment est-ce que ça vous le traitez ou pas dans votre approche? Enfin, j'imagine que derrière, il faut faire les manips, mais est-ce que vous le traitez ça? Alors, justement, quand je présentais la diapo concernant l'exploration, que je la retrouve, c'est celle-là, voilà. Le schéma qu'il y a donc en bas et au milieu, là, le petit graphe, représente graphiquement un algorithme que j'ai produit au tout début de la thèse, donc qui n'a pas encore été implémenté, mais qui permet bien de retrouver la fameuse information pour l'Antana Camara, donc de pouvoir fusionner des informations qui a priori n'ont rien en commun dans le treillis, mais qui finalement ont un point commun. Et il se trouve que là, en l'occurrence, c'était l'Antana Camara. Est-ce que ça répond à la question? Alors, ça me donne une information supplémentaire. La question que je posais, c'était là, tu vas proposer donc aux gens qui cherchent, qui veulent répondre à How to deal with Fusarium oxysporum au Burkina Faso, voilà. Tu vas leur dire, essayez l'Antana Camara. Et alors, ça veut dire que tu peux avoir peut-être aussi plusieurs hypothèses, j'imagine, parce que il n'y a pas de raison qu'il y ait une seule solution qui ressorte, hein. Donc, est-ce que tu as des moyens de les classer aussi, de dire celui-là c'est plus susceptible que celui-ci, par exemple? Ma question Alors, est j'avoue que sur l'exemple qu'on a utilisé quand j'ai testé, quand j'ai cherché et testé cette méthode, alors théoriquement, puisque en pratique, ça n'a pas été implémenté. Qu'est-ce que je voulais dire? Ma question, c'est est-ce que tu peux Oui, donc, générer plusieurs hypothèses et est-ce que tu en donnes une qui est plus plausible que d'autres? Enfin, voilà, je vais oui, refaire. c'est ça. Donc là, en l'occurrence, pour cet exemple, il n'y avait qu'une seule réponse. Mais potentiellement, si on avait pris un jeu plus gros, ou si même sur un jeu de cette taille-là, il y avait eu plusieurs plantes possibles, eh bien, on aurait tout à fait pu avoir plus de propositions de plantes à tester. Et en plus, comme on extrait un point commun dans le treillis étant organisé hiérarchiquement, eh bien, non seulement on va pouvoir sortir plusieurs hypothèses, mais en plus on va pouvoir les classer. Celle du bas étant a priori la plus plausible.
Ok, ben merci beaucoup. Très, très intéressant. Nadine, je vois que tu as une question. Je vais peut-être te la laisser poser, comme ça tu pourras préciser le contexte. Oui, bonjour. Merci Priscilla pour ton exposé. Alors j'ai une question, mais j'ai loupé le premier slide, donc il y a peut-être la réponse dedans. Moi, je me demandais, c'est en quoi les méthodes que tu développes, là, qui concernent vraiment la visualisation et l'exploration des bases de données, en quoi les méthodes que tu développes, elles vont influer sur la construction de ces bases de données, parce que c'est pas le même métier, j'imagine. Enfin, je suis pas informaticienne, hein, donc je connais pas grand-chose. Et je me demandais si c'était vraiment adapté à tout type de base de données, parce que quand même, ces ontologies, tu expliquais bien, par exemple, que pour le mot feuille, par exemple, il peut y avoir plein de façons différentes de la trouver dans la base de données. Il faut réussir à faire les liens, mais pour aller explorer tous ces liens, ça dépend aussi comment la base elle est construite. Et je me demandais quelles étaient les interactions en fait entre les deux. Alors effectivement, donc pour tout ce qui va être erreur typographique, enfin erreur tout court d'ailleurs, pas forcément typographique, s'il n'y a pas de dictionnaire derrière pour homogénéiser les informations de la base, ça va être compliqué de regrouper les informations qui en réalité sont les mêmes. Donc nous, pour ça, on n'a pas de solution. Il faut que la base, elle soit un minimum correcte pour pouvoir tourner de manière optimale, on va dire. Après, le système de conversion automatique des données qu'on est en train de faire part du principe que la base est relativement clean et ensuite, eh bien, nous permettra, puisque du coup, il n'est pas encore soumis et pas encore tout à fait implémenté, nous permettra donc de partir de alors, je vais peut-être prendre le risque de dire n'importe quelle base de données ayant un modèle de données structuré et de pouvoir le modifier. Donc déjà en prenant par exemple juste les éléments qui nous intéressent, si on ne veut pas convertir toutes nos données, ce qui peut être le cas. Ou bien qu'est-ce que j'étais en train de dire et de modifier le modèle donc pour qu'il corresponde à la méthode bien qu'on aura choisie. Donc nous c'est FCA, mais ça pourrait être par exemple du RDF. Hein. Et quand tu dis n'importe quel type de base, donc il faut vraiment juste simplement que la base elle soit adossée à un dictionnaire qui a été fait et dans lequel il y a tous les liens nécessaires, quoi. Ça fait partie de la base en fait. C'est préférable, sinon ça va créer en fait plus d'objets et plus d'attributs en fonction des différents doublons suite aux erreurs qu'il y a et ça va générer ça va générer des treillis plus gros pour pas grand chose. En fait, ça va juste rajouter du bruit s'il n'y a pas de dictionnaire pour homogénéiser derrière. Ok. Mais du coup, la structuration, elle n'influence pas tellement la façon dont la méthode va explorer après. S'il y a des structurations un peu grossières ou si c'est juste mal structuré, c'est pas, il n'y a pas de conséquences de l'autre côté, quoi. C'est peut-être une question idiote, hein, je ne me rends pas bien compte. A priori, non, ça n'a pas de conséquences pour nous. Je réfléchis en même temps, mais j'ai pas l'impression. Merci beaucoup. Merci Priscilla. On va laisser 2 minutes si quelqu'un a une question et souhaite prendre la parole. Et sinon, je vais mettre Giraud en présentateur. Merci pour cette intervention. Et la suite, donc tout de suite. Merci Sigolène. Ouais, juste le temps que Giraud arrive, tu as parlé de la deuxième thèse et elle en est où en fait? Alors, elle aurait dû commencer il y a 1 an à peu près, mais Covid oblige, il y a eu beaucoup de problèmes et finalement elle a été annulée. Et depuis, personnellement, je n'ai pas de nouvelles. D'accord. Merci.
Donc, pour introduire Giro, donc Giro n'est pas en 3e année, mais en 4e année. C'est un bonus. Quand on a préparé ce TITAG, il m'a dit que cela était dû à la complexité de l'analyse de la recherche, ce qu'il traite. Donc, il est piloté par Nadine Hilgert, ici présente. Il travaille également avec Bénédicte Fontaise et Thierry Simoneau. Et son sujet de thèse également, Sciences et technologies, traite de la modélisation et de la visualisation de liens. Je vais le laisser donner plus d'informations parce que c'est assez complexe pour moi. En tout cas, ce que je voulais signaler, c'est que j'ai eu beaucoup de plaisir il y a pile un an, puisque c'était le 9 mars 2020, à intervenir dans le cadre du master Biostat à l'Université de Montpellier. Avec lui et Nadine, nous avions présenté l'approche et les travaux qu'ils menaient ensemble auprès des étudiants M1 et M2 du master Biostat. Bon, après, avec la crise sanitaire, on n'a pas pu dérouler ces présentations auprès d'autres masters, mais j'en garde un très bon souvenir et les encadrants et les étudiants avaient vraiment apprécié votre intervention. Donc, Giro, la parole est à toi. Merci, Sigrid. Bonsoir à tous. Ces travaux que je vais présenter sont issus de ma thèse intitulée « Modélisation et visualisation de liens entre cinétique de variables agro-environnementales et qualité des produits ». Et donc, à l'intérieur pour ces travaux de thèse, nous travaillons sur une approche qui nous aide particulièrement à pouvoir analyser d'une nouvelle manière de nouvelles bases de données qui sont de plus en plus disponibles à l'aide des capteurs nouvellement développés. Et donc, la présentation d'aujourd'hui est intitulée « Quelle plage de température et d'irradiance influence l'accumulation de polyphénol dans les baies de raisin ». Les travaux sont encadrés par Patrice Loisel, Bénédicte Fontaise, Thierry Simoneau et Nadine Hilgert, qui est la directrice de thèse. Donc, particulièrement pour ces travaux, je vais d'abord commencer par présenter le contexte. Et à l'intérieur du contexte, je vais présenter rapidement un petit jeu de données qui me permettrait de mieux formuler ou de mieux étayer les questions qu'on se pose. Je vais ensuite présenter grossièrement l'approche ou les solutions qu'on propose, un cas de simulation et un cas d'analyse permettant de répondre à la question formulée dans le titre, dans la première diapositive. Les éléments de bibliographie seront aussi disponibles. Et donc, ces travaux entrent dans le cadre de l'impact du changement climatique sur les différentes cultures, parmi lesquelles la viticulture. Et il y a de plus en plus une nécessité de s'adapter à ces changements-là. Pour s'adapter, il faut produire de nouvelles connaissances et ces connaissances-là sont la plupart du temps issues de données. Et donc, de nouveaux capteurs sont développés permettant d'observer à une très grande fréquence de plus en plus d'observations, notamment les fluctuations des variables agroclimatiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là que les travaux menés dans le cadre du projet Innovine, des données avaient été collectées. Et ces données-là s'intéressaient particulièrement à l'impact du couple température-irradiance qui est lié à la quantité de lumière sur une variable qualité de produit que nous appellerons ici l'indice de Ferrari. Et donc, cette variable renseigne sur la quantité ou la proportion de polyphénol disponible dans la baie. Et cet élément-là va influer sur la qualité du produit qu'on obtient. Donc, on a besoin de la surveiller. Et donc, l'expérimentation est disponible en 3 rangs. Et sur chaque rang, nous avons un certain nombre de CEP, une vingtaine. Les CEP sont représentés par les étoiles rouges et les CEP, le premier, le 10e, le 11e et le 20e sont enlevés pour épargner des effets de bordure dans les données. Et donc, sur ces éléments-là, on va s'intéresser à différentes échelles. Quand on vient à l'échelle d'un CEP, on va plutôt regarder un peu les différents côtés, les différentes expositions des différentes baies qui se trouvent sur ce CEP. On a des baies à l'est, des baies qui vont être à l'ombre globalement et d'autres baies qui vont être plutôt à l'ouest. Et donc, cette combinaison de modalités
permet particulièrement de dégager différents individus statistiques, différentes conditions dans lesquelles sont les baies de raisin et qui permettent de voir le microclimat différent, l'impact que celui-là, que ce microclimat-là a sur la variable d'intérêt qui est l'indice de Ferrari. Et donc, outre la quantité de lumière qui varie en fonction de l'exposition, il y a aussi la température qui va fluctuer plutôt en fonction du dispositif. Le dispositif qui est montré en photo là, c'est un dispositif OpenTop qui va plutôt simuler un réchauffement de la température au pied des cèpes. Et donc, par rapport à cette donnée-là, quel type d'observation nous avons? Nous avons pour un individu statistique, l'exemple auquel nous allons nous attaquer, nous aurons 3 courbes particulièrement. Nous aurons un groupe de 2 courbes qui sont les variables explicatives, notamment, et ces observations-là sont faites sur 8 semaines. Donc, à l'intérieur d'une même semaine, toutes les 12 minutes à chaque fois, il sera observé la valeur, l'irradiance présente sur chaque individu statistique en micromol par mètre carré par seconde et la température en degrés Celsius. Et donc, par jour, nous aurons environ 120 observations à raison de 5 observations fois 24 heures et donc 120 fois 7 observations par semaine. Alors que d'un autre côté, après la semaine, nous allons plutôt venir mesurer à l'aide d'un capteur, pas un capteur qui est plutôt un instrument de mesure qui est plutôt un multiplex. Nous allons venir mesurer l'indice de Ferrari qui va nous renseigner sur certaines qualités de produits. Donc, l'idée serait de pouvoir lier globalement au sein d'une même semaine la pente ou l'évolution, les variations de l'indice de Ferrari par rapport aux conditions qui ont prévalu. Particulièrement, nous allons commencer dans un premier temps à pouvoir écrire le problème auquel nous allons nous intéresser. L'indice de Ferrari, nous allons noter FI, la température A, et comme elle est fonction du temps, pour chaque individu statistique, nous noterons chaque valeur observée pour un individu à un temps T à I de T. Et nous ferons pareil aussi pour l'irradiance que nous noterons B. Il faut observer particulièrement que les observations sont faites à un même instant T. Et au-delà de cet état de choses, même si ce n'était pas le cas, il est facile avec les outils assistants d'extrapoler et d'obtenir ce genre de valeurs à chaque instant. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est comment extraire de la connaissance pour expliquer l'influence du climat sur le développement des baies. Et donc, on va juste la formuler comme ça, comme la différence entre deux FI, l'indice de Ferrari, à 2 dates, D1 et D2, notamment une semaine, un peu comme une fonction des différentes observations qui ont été faites pour la température et pour l'irradiance. Nous avons une contrainte qui se rajoute, c'est que particulièrement, nous faisons l'hypothèse, et c'est pas nous, c'est la documentation qui existe, la bibliographie, qui fait l'hypothèse que l'influence de la température et de l'irradiance, elle est conjointe, c'est-à-dire que il n'y a pas d'effet dissocié et on ne parle pas non plus d'interaction, c'est vraiment une influence conjointe et on peut comprendre. En fonction du parcours du Soleil, nous allons avoir des rayons qui vont être beaucoup plus importants vers l'est et qui vont évoluer progressivement tout au long de la journée. Et donc, ces rayons vont aussi avec la température. Il existe une flopée de méthodes dans la littérature pour gérer ce genre de problème ou pour obtenir des résultats. Parmi ces méthodes, nous avons les méthodes de régression pénalisée qui vont particulièrement considérer chaque instant d'observation comme une variable, chaque t. Et ces méthodes-là ont pour limite particulièrement de ne pas prendre en compte la linéarité entre les observations, la collinéarité entre les observations. Cette collinéarité, c'est quoi? C'est que on fait l'hypothèse que 2 observations observées à un temps T1 et T2 proches auront tendance à être plus corrélées, à se ressembler que 2 observations qui vont être faites en 2 moments complètement distincts, beaucoup plus longs. Et donc, d'un autre côté, nous avons les régressions fonctionnelles qui sont aussi une bibliographie qui, dans
dans cette discipline-là particulièrement, les méthodes utilisées sont de type boîte noire et ont la capacité de faire des prédictions intéressantes. La difficulté, au fait, c'est que les résultats ne sont pas interprétables, pas la plupart du temps, ou quasiment impossibles. Et dès lors que ces résultats-là ne sont pas interprétables, vous n'arrivez pas forcément à produire de la connaissance. Vous pourrez peut-être prédire, aller loin, mais vous ne saurez pas pourquoi ou comment les choses se sont passées. Et donc, un autre point qui limite un peu, c'est que parfois ces méthodes-là vont nous retourner des coefficients, c'est-à-dire les valeurs qui nous intéressent, fonction du temps. En termes de résultats interprétables, elles nous renseigneront sur la date, par exemple, les dates d'influence. Et donc, l'information qui formulée telle quelle, en nous disant que tel jour J est important, ne sert pas forcément pour la recherche, parce que durant cette journée-là, il y a eu quand même une certaine variabilité de la température durant la journée. Et donc, avoir cette date ne renseigne pas particulièrement. Ce que nous voudrons, ce seraient les valeurs de température et les valeurs d'irradiance qui auraient réellement une influence. Et donc, pour pouvoir obtenir réellement ces valeurs qui nous intéressent, nous avons proposé une approche qu'on appelle, que nous avons plutôt intitulée SPACE-FP, qui est Sparse and Structured Procedure to Identify Combined Effect of Functional Predictor. En gros, la procédure, elle va essayer de s'inspirer de la force et de la puissance des régressions pénalisées qui sont de plus en plus documentées, mais transformer les variables de manière à ce que, une fois ces outils puissants récents appliqués à cette transformation, nous puissions tirer de l'information de manière visuelle, de manière facile et de manière interprétable. Et donc, il faut dire ici que ce que nous privilégions, c'est la connaissance vraiment qu'on tire et c'est le caractère interprétable des résultats. Et aussi la facilité à tester un certain nombre d'éléments. Un papier a été fait et soumis toujours en cours à la revue CSDA et une bibliothèque, une librairie R a été implémentée pour que la méthode soit exploitable. Pour la présenter grossièrement, comment est-ce qu'elle fonctionne? Nous partons d'abord des observations que nous avons présentées dernièrement, AI et BI, pour N individus. Et donc, pour N individus, nous avons 2 N courbes explicatives et des scalaires qui sont des valeurs des réels que nous souhaitons expliquer. Et il faut rajouter la contrainte que ces différents éléments-là sont observés au même instant d'observation. C'est ce que nous avons rappelé. Même si cette règle n'est pas vérifiée, on peut facilement interpoler et obtenir les résultats une fois que les fonctions sont observées. Et donc, le but, c'est d'identifier des classes jointes des 2 variables qui influencent réellement notre notre variable d'intérêt. Et donc, c'est pas vraiment des interactions, c'est vraiment une influence conjointe. On essaie de faire la différence. Voici grossièrement l'algorithme qui permet, qui résume les différentes étapes de l'approche SPACE-FP. Et donc, une chose à retenir de cette diapositive, c'est juste qu'il y a 3 grandes étapes. La première en bleu, qui est plutôt la transformation des prédicteurs que nous avons en quelque chose d'exploitable avec les régressions, les modèles que nous envisageons d'utiliser. Une partie évaluation des différentes candidates, c'est-à-dire les différentes transformations qui sont faites, et une partie évaluation, utilisation de règles de décision pour oui ou non sortir de la méthode. Et donc, en zoomant sur la première approche qui est faite des transformations, qui est composée de transformations, nous devons dire que cette transformation n'utilise pas en aucun cas la variable réponse. Elle est particulièrement basée sur les prédicteurs fonctionnels, c'est-à-dire les courbes là que nous avons observées. Dans notre cas, la température et l'irradiance. Et donc, comment est faite cette transformation? On commence d'abord pour chaque individu à faire un tableau de contingence. Ce tableau de contingence permet de compter les instants. Et donc, ces instants auxquels des classes de température, auxquels des valeurs de température et des valeurs d'irradiance ont été observées. En gros,
pour un individu statistique, je me retrouve à cette première étape avec le temps que l'individu a passé dans des conditions de température et d'irradiance données. J'ai mis la première variable en bleu et la deuxième en rouge. Donc, à l'intersection des deux variables-là, des deux classes-là, j'ai le temps relatif que l'individu a passé dans ces conditions-là. Je vais faire cette transformation-là pour tous les individus et je vais juste transposer l'information contenue dans toute cette table de contingence. Je vais les transposer au niveau d'un tableau qui peut entrer dans une régression, simplement. Et donc, ça, c'est la première étape. Si cette première étape-là, je l'applique aux données montrées dernièrement, j'ai un graphique tel quel, en 2 dimensions, graphique où l'intégralité des bandes en noir représente des combinaisons qui n'ont jamais été observées, avec en présence des combinaisons les plus observées, en rouge plus foncé, et d'un autre côté, là où c'est plus clair, ce sont les éléments les moins observés. Et donc, pour chaque matrice candidate, nous avons ces différents éléments-là. Et donc, il est possible avec l'outil que proposé de faire des transformations aussi en 3 dimensions. Et cette troisième dimension-là peut impliquer une nouvelle variable fonctionnelle ou tout simplement impliquer une variable catégorielle comme la quantité de sucre ou la température de la nuit précédente. En fonction de ce que le chercheur décide d'explorer, il peut construire les différentes matrices candidates et les évaluer. Avant de passer à l'évaluation, on rajoute quand même quelque chose. On ne travaille pas seulement avec les tableaux de contingence, mais on rajoute l'information associée au graphe. Et ce graphe-là permet de renseigner particulièrement la contiguïté entre les différentes variables. C'est-à-dire, est-ce que suivant ma première variable de température ou ma variable d'irradiance, est-ce que les classes auxquelles je m'intéresse sont liées? Cela permet ainsi de travailler ou de prendre en compte la notion de continuité qui existe entre les différentes classes de température et d'irradiance, parce que nous avons discrétisé le processus dans un premier temps. Et donc, une fois les matrices construites, qu'est-ce qu'on fait? On commence à les évaluer. Le modèle qui est utilisé est un modèle qui est habituellement utilisé pour traiter les images, pour les débruiter ou pour identifier des zones d'influence à l'intérieur des images. Et étant donné que nous avons un tableau où chaque cellule ou chaque intersection peut être considérée peut-être comme un pixel, nous allons utiliser ce modèle-là pour identifier des zones d'influence. Une fois cela identifié pour chaque modèle, nous allons utiliser un critère d'information sans biais avec le degré de liberté calculé convenablement pour chaque méthode et associer une valeur à la qualité du modèle qui a été construit pour chaque candidat. Nous allons ensuite, à partir de cette valeur-là, identifier l'étape, identifier clairement l'élément et rendre itérative l'approche de manière à faire plusieurs tours. Pour qu'elle soit itérative, il faut qu'elle puisse… Giro, excuse-moi, je te coupe. Je crois que le temps tourne, donc si tu peux peut-être accélérer un peu pour laisser le temps de l'échange à l'auditoire. J'ai bientôt fini. Merci. Et donc, en termes d'itération, clairement, les règles sont clairement, est-ce qu'on obtient des coefficients nuls ou est-ce que le nombre d'étapes prévu est atteint? Et donc, globalement, nous avons fait des simulations pour tester la méthode. Nous nous sommes donnés, à partir d'une méthode, à partir d'un U quelconque des coefficients, que la méthode retrouve globalement bien. Et donc, nous avons analysé les données et nous pouvons dire, par exemple, que pour l'une des semaines les plus importantes de croissance, parce que la croissance ne se fait pas de la même manière toute la semaine, pour l'une des semaines les plus importantes de la croissance, nous pouvons dire qu'il existe clairement un gradient négatif d'influence pour les températures d'irradiance les plus faibles, inférieures à 100 micromoles par mètre carré par seconde, une influence négative pour les grandes températures. C'est-à-dire que quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de température, sinon l'accumulation de polyphénol est affectée.
Globalement, nous avons développé une approche qui permet de fouiller, de tirer de la connaissance. Dans le cadre du projet qui est prévu, cette approche-là sera utilisée. Les différentes connaissances seront tirées et une fois ces connaissances tirées, il est prévu qu'au LEPS, elles soient testées pour être validées clairement au labo. Et donc, l'approche est disponible, même si les conditions intégrales ne sont pas respectées, on peut faire de petits pré-traitements pour l'utiliser. Le package aussi sera soumis au crâne. Merci. Merci, Giraud. Est-ce que l'un d'entre vous a des questions? Est-ce que la présentation a suscité des remarques? James, si tu veux, je te laisse poser la question ou tu veux que je la pose, c'est comme tu veux. Bonjour à tous. Merci, Giro. Non, c'est juste une question sur l'assumption de influence conjointe ou jointe, parce que en fait, c'est une assumption low well, c'est des choses qui changent l'effet de température et irradiance. Donc, c'est vraiment nécessaire ou on peut attribuer un poids différent pour les attributs différents ou pas. C'est clair? Oui, j'ai une idée de... je pense que j'ai compris la question. Peut-être que j'y réponds et tu me dis si c'est le cas. Déjà, avant même de tester l'irradiance, de tester la notion d'influence conjointe, statistiquement, les travaux qui ont précédé ma thèse ont commencé à travailler de manière différente avec les variables avant de les prendre ensemble. Et donc, on avait déjà remarqué qu'on avait des difficultés quand on travaillait uniquement avec la température. Et on ne ressortait pas forcément, on n'avait pas forcément des résultats intéressants. Et donc, quand on rentre dans la bibliographie, particulièrement sur les plantes en général, que ce soit les modèles de croissance ou pour l'accumulation d'anthocyanes, c'est pas documenté, mais pour les modèles de croissance de plantes, pour d'autres éléments, même pour la photosynthèse, les travaux globalement parlent d'une influence complexe de la température et de l'irradiance sur le système de la plante. Et au cours de nos travaux, nous avons remarqué que les deux variables sont quasiment corrélées. Elles sont intégralement. Il y a quand même des zones quand même où vous n'avez rien, où vous n'avez ni température, ni irradiance, vous n'observez rien du tout. Des zones où les deux variables vont être vraiment importantes et des zones où il n'y aura rien. Et donc, que ce soit même en termes d'observation ou en termes d'influence, cela va de pair, aussi dû au fait qu'elles sont toutes affectées par le parcours du soleil dans la journée. Je ne sais pas si je réponds à tes questions. Oui, merci. Moi, j'ai une question, Giro. En fait, là, on prend, donc on va compter le nombre de fois où une plante elle a été soumise à des températures, enfin, dans tel intervalle, et puis pareil pour l'ensoleillement. Et il me semblait qu'en écophysiologie, il y avait aussi des questions d'alternance diurne, et il me semble pas qu'on puisse le prendre en compte avec ce que vous avez fait. Est-ce qu'on aurait pu créer d'autres variables? Enfin voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Quand tu dis alternance diurne, tu parles de... Enfin, des alternances jour-nuit. Enfin, ça revient un petit peu à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est assez complexe la réponse de la plante à l'irradiance et puis à la température. Et il me semblait que l'alternance, par exemple sur la croissance, tu sais que c'est la somme des températures au-dessus de 10 degrés, donc c'est pas vraiment,
linéaire, mais il a fallu quand même trouver cette relation. Et là, si on est dans des relations un petit peu plus compliquées, en fait, on n'arrive pas à elles sont pas prises en compte dans. Tu vois, par exemple, Oui, si oui, la différence de température jour-nuit, c'est quelque chose qui joue, eh ben, en fait, on n'arrive pas à enfin, c'est pas représenté dans les variables que. oui. Les variables que j'ai utilisées pour la visualisation, j'ai vraiment fait au plus simple. J'ai montré les choses les plus simples qu'on était en train de faire. Mais l'hypothèse que tu proposes peut être prise en compte par la méthode qui est développée. La seule D'accord. transformation qui est faite, c'est juste la manière dont les variables ou les matrices candidates qui seront évaluées seront créées. Un Et oui. exemple simple que nous sommes en train particulièrement de tester pour ce qui concerne la différence jour-nuit, c'est que nous allons un peu plus loin. Déjà en 3D simplement, nous aurions pu créer une matrice comme ça pour chaque heure ou pour la nuit et pour la journée divisée en deux, c'est-à-dire matinée, soirée, nuit. On aurait pu avoir des tableaux en 3 dimensions. Ce sont des choses que nous avons testées. Mais la difficulté avec ces éléments testés, c'est que dans la nuit, il n'y a pas de lumière. Et donc, on se retrouve avec des matrices très disproportionnées. Et donc, ce que nous avons fait par contre, c'est qu'il y a une certaine variabilité de la température dans la nuit. Et donc, les résultats en cours nous permettent nous aurons ça comme résultat, c'est que de créer 2 matrices différentes pour les journées dans lesquelles les nuits sont froides et les journées dans lesquelles les nuits sont chaudes. La différence nuit froide, nuit chaude est fournie par les données. Et nous créons des candidats qui vont dans le sens de l'hypothèse que nous voulons tester. C'est vraiment conçu pour avoir de la connaissance et cette connaissance et cette extraction de connaissances passe par les matrices qui sont construites. Et nous avons laissé vraiment libre cours à l'utilisateur du package pour créer ces matrices. Il y a des fonctions qui sont proposées s'il veut créer des matrices classiques comme celle-ci, mais il peut aussi indépendamment créer cette matrice à lui et les apporter dans le logiciel. Et le logiciel les évaluera. Et donc, C'était ma question. ouais, c'est ça. Merci, Giraud. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou est-ce qu'on en reste là pour ce soir? Oui, je pense que tu as convaincu ton auditoire. Giraud, tu souhaites ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi? Non, ou peut-être, je ne sais pas, demander à mes encadrants, ou non. Oui, est-ce que l'un d'eux présents souhaite ajouter quelque chose? Moi, j'ai une dernière question alors. En fait, quelle vocation, enfin, qu'est-ce qui va devenir ton logiciel? Enfin, comment ça va être valorisé, ça? Comment vous comptez le déployer? Oui. Déjà, pour la valorisation, nous avons d'abord commencé à faire le package, il sera mis sur le crâne, donc accessible beaucoup plus facilement et téléchargeable. Ce sera fait avant la fin de la thèse. Et R, c'est un logiciel libre, donc du coup, il n'y a pas le simple fait qu'il soit déjà sur le crâne, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Maintenant, la plus grosse valorisation scientifique, ça va être de pouvoir utiliser le logiciel pour tester les différentes hypothèses. Parce que j'ai quand même dit quelque chose, on a beaucoup de résultats. Et ces éléments-là, étant donné que la thèse est en lien avec le LEB, c'est de pouvoir tester tous les éléments, tous les résultats qu'on sortirait, toutes les zones d'influence qu'on induirait. Et on peut, en organisant suffisamment les recherches, aller trouver notamment cette valeur de 10 pour la température. On peut aller trouver des valeurs seuil pour l'irradiance ou pour différents éléments. On peut tester l'influence du sucre en fonction des variables qui seront disponibles. C'est vraiment c'est juste un outil et c'est l'intuition ou les hypothèses des chercheurs qui permettront d'évaluer ou de tester différentes choses
de manière à pouvoir tirer la meilleure partie scientifique de cet outil. Donc, c'est vraiment que ce soit utilisé, que différentes choses soient testées et si possible, qu'on ait des intuitions pour valider certains éléments en laboratoire. Parce qu'il est vraiment pensé pour être exploratoire. Merci. Merci Giro. Bientôt Merci, pour Sigolène. le prochain TITAG. Je vous ai envoyé le lien dans le chat, donc vous avez un rappel de l'intervention qui aura lieu dans 15 jours.